Au cours de l'hiver 1987, les gardes-côtes américains ont signalé la disparition d'un petit navire de transport militaire dans la région des îles Aléoutiennes. La version officielle faisait état d'une erreur de navigation et de conditions météorologiques difficiles. Mais 30 ans plus tard, l'un des participants à l'opération de recherche a décidé de révéler ce qui s'était réellement passé dans ces eaux. Son témoignage n'a jamais été consigné dans les documents officiels, mais les détails sont si précis qu'il est impossible de les ignorer. Je m'appelle David et, en 1987, je servais dans une unité spéciale chargée de l'entretien d'installations militaires isolées en Alaska. Notre travail faisait rarement la une des journaux. Nous transportions du matériel, vérifions l'état des stations radars et évacuions parfois le personnel des stations météorologiques lorsque les conditions météorologiques devenaient particulièrement difficiles. À l'époque, l'Alaska était en première ligne de la guerre froide. L'Union soviétique n'était qu'à quelques centaines de kilomètres de là, de l'autre côté du détroit de Bering, et chaque radar, chaque station météorologique revêtait une importance stratégique. Les îles Aléoutiennes sont une chaîne volcanique qui s'étend sur près de 2000 km, de la péninsule d'Alaska à la péninsule de Kamtchatka. Elle compte plus de 300 îles, dont la plupart sont inhabitées. Le climat y est l'un des plus rudes de la planète. Tempêtes constantes, brouillard qui ne se dissipent pas pendant des semaines, vent soufflant à plus de 150 km/h. La température dépasse rarement les 10 degrés, même en été. Les îles sont d'origine volcanique et de nombreux volcans sont encore actifs. Le sol était constitué de lave solidifiée et de cendres volcaniques. La végétation est clairsemée. Mousses, lichens, arbustes nains. Il n'y a pratiquement pas d'arbres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des combats ont eu lieu ici entre les troupes américaines et japonaises. Les Japonais ont occupé les îles Attu et Kiska en 1942 et une opération militaire de grande envergure a été nécessaire pour reprendre le contrôle du territoire. Après la guerre, les îles sont restées jonchées d'installations militaires abandonnées, bunkers, aérodromes, dépôts de munitions. Beaucoup de ces structures sont encore debout, se délabrant lentement sous l'effet du vent salé et du temps. La population locale, les Aléoutes, vit ici depuis des millénaires. Leur culture est étroitement liée à la mer. Ils chassaient les baleines, les phoques et les otaries. Leur légende regorge d'histoires sur les esprits de l'océan, les créatures vivant dans les profondeurs, les endroits où l'homme ne doit pas s'aventurer. Lorsque les Russes sont arrivés au XVIIIe siècle, ils ont apporté avec eux le christianisme orthodoxe, mais les anciennes croyances n'ont jamais complètement disparu. Les Aléoutes racontaient l'existence de grottes sous-marines où vivaient des créatures anciennes, d'étranges feux sous l'eau, de navires qui partaient en mer et ne revenaient jamais. En février 1987, notre unité a reçu l'ordre de se rendre sur l'île d'Amchitka. Cette île revêtait une importance particulière pour les militaires. De 1965 à 1971, des essais nucléaires souterrains y avaient été menés. Au total, 3 explosions avaient eu lieu. La plus puissante, baptisée Kanikin, eut lieu en novembre 1971 et eut une puissance d'environ 5 mégatonnes. Ce fut l'une des plus grandes explosions nucléaires souterraines de l'histoire des États-Unis. Après la fin des essais, l'île fut fermée au public, mais les militaires continuèrent à surveiller le niveau de radiation et l'état des structures géologiques. Notre mission consistait à livrer du nouveau matériel pour la station sismique et à récupérer 2 spécialistes qui effectuaient régulièrement des mesures sur place. Une opération de routine comme nous en avions des dizaines chaque année. Nous avons décollé de la base d'Adak tôt le matin. Le temps était exécrable, même selon les normes des îles Aléoutiennes. Nuages bas, visibilité inférieure à 300 mètres,
vent violent. Le pilote a suggéré à plusieurs reprises de reporter le vol, mais le commandement a insisté. Les spécialistes sur l'île attendaient sur leur relève depuis plus longtemps que prévu, en raison des tempêtes précédentes. L'hélicoptère volait à basse altitude, sous les nuages. En dessous s'étendait un océan gris avec des crêtes de vagues de blanches. Les îles apparaissaient dans le brouillard comme des fantômes, des côtes rocheuses noires, des sommets de volcans recouverts de neige. Amchitka est une île longue et étroite, s'étendant sur près de 70 km d'est en ouest. La largeur de l'île ne dépasse pas 5 km. Le relief était relativement plat, à l'exception de quelques collines volcaniques. Les côtes escarpées, d'une hauteur pouvant atteindre 50 mètres, sont constamment érodées par les vagues. Lorsque nous avons atterri, j'ai été frappé par le silence. Le vent s'était calmé et le seul bruit était celui des vagues qui se brisaient au loin. Le brouillard enveloppait tout. La visibilité n'était pas supérieure à 50 mètres. La station se composait de plusieurs structures de métallique d'hommes préfabriquées, ressemblant à des conteneurs de fret, reliés de par des passerelles. À proximité se trouvait un mât radio et plusieurs bâtiments annexes. Tous les bâtiments étaient peints en orange, la couleur standard des installations arctiques, afin de les rendre plus faciles à repérer depuis les airs en cas de besoin. Les spécialistes que nous devions récupérer s'appelaient Robert et Thomas. Robert était géophysicien, Thomas ingénieur de maintenance. Lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment principal, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Les deux hommes avaient l'air épuisés, avec des cernes sous les yeux. Robert fumait nerveusement cigarette sur cigarette, bien que fumer à l'intérieur soit strictement interdit par les consignes. Thomas rassemblait ses affaires en silence, évitant de nous regarder dans les yeux. Le commandant de notre groupe, le capitaine Wilson, a demandé si tout allait bien. Robert a hésité avant de répondre, puis a dit qu'ils avaient eu des problèmes avec leur équipement au cours des 2 dernières semaines. Les sismographes enregistraient des vibrations étranges qui ne correspondaient ni à des tremblements de terre, ni à des processus géologiques connus. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'une défaillance technique, mais après avoir vérifié tous les systèmes, il était clair que les appareils fonctionnaient correctement. Les oscillations étaient enregistrées quotidiennement, généralement pendant la nuit, et avaient un caractère très spécifique. Elles étaient trop rythmées, trop régulières pour être un phénomène naturel. Le capitaine rejeta cette explication. La région des îles Aléoutiennes était constamment secouée par de petits tremblements de terre. C'était une zone sismiquement active. Robert insistait sur le fait que ces oscillations étaient différentes de tout ce qu'il avait vu au cours de ses 20 années de carrière de géophysicien. Mais Wilson ne voulait rien entendre. Nous avions un calendrier strict à respecter et il voulait terminer l'opération au plus vite et repartir avant que le temps ne se dégrade à nouveau. Pendant que l'équipe déchargeait le matériel, j'ai fait le tour de la station. Le brouillard s'était un peu dissipé et je pouvais voir les environs sur environ 100 mètres. Le paysage était morne, sol volcanique gris, rares touffes d'herbes dures, rochers recouverts de lichen. À quelques centaines de mètres de la station, j'ai remarqué de vieilles structures en béton, vestiges de l'infrastructure datant de l'époque des essais nucléaires. Il s'agissait d'entrées de tunnels souterrains, bétonnés après la fin du programme. Certaines dalles de béton étaient fissurées et je pouvais voir l'obscurité à l'intérieur. Quand je suis revenu à la station, Robert se tenait dehors et regardait vers la mer. Je me suis approché de lui et lui ai demandé ce qui le préoccupait. Il était resté silencieux pendant un long moment, puis m'a dit qu'il y a 3 nuits, il n'avait pas pu dormir à cause d'un mal de tête et était sorti pour prendre l'air. Il était environ 2 heures du matin. Il n'y avait pas de lune, mais les étoiles brillaient
ce qui est rare sous ces latitudes en raison des nuages permanents. Il regardait l'océan et a soudainement vu une lueur sous l'eau à environ 1 kilomètre du rivage. Au début, il a pensé qu'il s'agissait de bioluminescence, du plancton qui brille lorsqu'il est excité, mais la lumière était trop vive et trop stable. Il l'observa pendant environ 15 minutes. La lueur n'était pas uniforme. Elle bougeait, se déplaçait sous l'eau, se divisait parfois en plusieurs sources distinctes, puis se réunissait à nouveau. La couleur était étrange. Elle n'était pas verdâtre, comme la bioluminescence habituelle, mais plutôt bleuâtre blanche, presque comme la lumière d'une soudure. Je lui ai demandé si cela pouvait être un sous-marin. Les sous-marins américains et soviétiques apparaissaient régulièrement dans ces eaux. Robert a secoué la tête. Il avait servi dans la marine avant de devenir spécialiste civil et savait à quoi ressemblaient les sous-marins. C'était autre chose. De plus, la lueur apparaissait dans une zone très peu profonde. Selon les cartes, la profondeur n'y dépassait pas 50 mètres, ce qui était trop peu pour manœuvrer un sous-marin de la taille nécessaire pour produire une lueur aussi intense. Il raconta que la nuit suivante, la lueur était réapparue, à la même heure. Cette fois, il réveilla Thomas et ils observèrent ensemble. Thomas proposa de prendre un appareil photo et d'essayer de photographier le phénomène, mais lorsqu'ils revinrent avec leur équipement, la lueur avait disparu. La troisième nuit, ils ont veillé dès la tombée de la nuit, mais rien ne s'est produit. En revanche, les sismographes ont enregistré des vibrations particulièrement intenses cette nuit-là. Je ne savais pas quoi penser. Cela semblait étrange, mais Robert ne donnait pas l'impression d'être quelqu'un qui avait tendance à fantasmer. C'était un scientifique méthodique, habitué à travailler avec des données et des faits. Thomas a confirmé son récit lorsque je lui ai posé la question plus tard, en privé. Tous deux ont insisté sur le fait qu'ils avaient vu quelque chose de réel, quelque chose pour lequel ils ne trouvaient aucune explication rationnelle. Le capitaine Wilson a annoncé que nous étions prêts à décoller. Robert et Thomas ont pris leurs affaires et nous nous sommes dirigés vers l'hélicoptère. Mais lorsque le pilote a essayé de démarrer le moteur, rien ne s'est passé. Il a vérifié le système, a réessayé, mais le résultat était le même. Le mécanicien de bord a commencé à effectuer des diagnostics. Au bout d'une demi-heure, il est apparu clairement que le problème était grave. L'un des principaux blocs électroniques de commande était en panne. Il n'a pas été possible d'en déterminer la cause. Le bloc avait simplement cessé de fonctionner, alors que toutes les vérifications pré-vol avaient montré qu'il était en état de marche. Nous n'avions pas de bloc de rechange avec nous. Le pilote a contacté la base par radio et a expliqué la situation. La réponse était décevante. En raison de la détérioration des conditions météorologiques, le prochain vol ne serait possible que dans 2 jours, voire 3. Nous allions devoir rester à la station et attendre. Le capitaine était clairement mécontent, mais nous n'avions pas le choix. Robert et Thomas ont accueilli la nouvelle avec un calme étrange, presque avec soulagement. Ils semblaient heureux de ne pas devoir rester seuls ici pendant plusieurs jours supplémentaires. La station était prévue pour 4 personnes, mais notre groupe en comptait 6. Le capitaine, le pilote, le mécanicien, le communicateur et 2 soldats de garde, dont moi. Il y avait assez de place, mais c'était un peu étroit. La journée s'est déroulée sans incident particulier. Le mécanicien a continué à bricoler l'hélicoptère, même s'il était clair que sans remplacement du bloc, il ne pouvait rien faire. Les autres vaquaient à leurs occupations. Certains dormaient, d'autres lisaient, d'autres encore jouaient aux cartes. Robert m'a montré les sismogrammes des 2 dernières semaines. Je n'étais pas un spécialiste, mais même moi, je voyais que les enregistrements des derniers jours étaient différents des précédents. L'activité sismique habituelle ressemblait à des pics chaotiques d'amplitude variable. Ce qui avait été enregistré récemment
avait une forme presque sinusoïdale, des oscillations régulières avec une période constante d'environ 2 secondes. Cela semblait vraiment étrange. J'ai demandé à Robert quel processus naturel pouvait donner un tel résultat. Il a réfléchi, puis a répondu que, en théorie, il pouvait s'agir de vagues océaniques d'une certaine fréquence, résonnant avec des structures sous-marines. Mais cela nécessitait des conditions très spécifiques qui n'étaient même pas observées dans cette région. Une autre possibilité était une activité technique, par exemple le fonctionnement d'équipements de pompage puissants ou de mécanismes industriels. Mais il n'y avait aucune industrie sur l'île et la localité la plus proche se trouvait à des centaines de kilomètres. La nuit est tombée rapidement. À ces latitudes, en février, il fait nuit dès 17 heures. Le dîner s'est déroulé dans un silence relatif. Le capitaine a établi un planning des gardes. Une personne devait rester en permanence dans la salle radio au cas où le temps s'améliorerait et que la base enverrait un signal indiquant la possibilité d'une évacuation. Le premier quart a été pris en charge par le radiotélégraphiste. Je devais prendre la relève à minuit. Les autres se sont dispersés dans les cabines. J'ai essayé de dormir, mais je n'y suis pas parvenu. Peut-être était-ce dû à la tension de la journée. Peut-être étaient-ce les étranges récits de Robert qui me perturbaient. Vers 11 heures, j'ai abandonné et je me suis habillé. J'ai décidé de faire un tour pour me dégourdir avant ma garde. Je suis sorti dans la rue. La nuit était étonnamment claire. Les étoiles couvraient le ciel de points lumineux. La température était tombée à moins 10 degrés. Le vent s'était presque complètement calmé. Je pouvais entendre l'océan, le bruit monotone des vagues qui se brisaient sur les rochers. L'air était si pur que je pouvais voir les contours des montagnes lointaines des îles voisines, éclairées par la lumière des étoiles. Je fis le tour du périmètre de la station, vérifiant par habitude que tout était en ordre. Le générateur fonctionnait régulièrement. Son ronronnement sourd était le seul bruit mécanique dans ce silence. J'arrivai au bord du plateau où la station avait été construite et regardai en bas, vers l'océan. La côte se trouvait à environ 200 mètres plus bas. Une pente raide jonchée de rochers, puis une étroite bande de plages rocailleuses et l'eau. Et c'est alors que je l'ai vue. Sous l'eau, à environ 1 kilomètre de la côte, quelque chose brillait. Exactement comme Robert l'avait décrit. Une lueur bleuâtre blanche, brillante et stable. Elle se déplaçait lentement parallèlement au rivage, devenant parfois plus brillante, parfois s'atténuant, mais sans disparaître complètement. Je restais debout, incapable de détourner le regard. Ce n'était certainement pas de la bioluminescence. La lumière était trop intense, trop localisée. Je suis retourné à la station et j'ai réveillé Robert. Il s'est levé d'un bond, sans même demander ce qui se passait, comme s'il s'y attendait. Nous sommes sortis ensemble. La lueur était devenue encore plus vive. On pouvait maintenant distinguer qu'il ne s'agissait pas d'une seule source, mais de plusieurs, peut-être 5 ou 6 lumières, distinctes, se déplaçant de manière coordonnée, comme si elles faisaient bonne partie d'un ensemble plus vaste. Je demandai à voix basse, bien qu'il n'y eût aucune raison de parler doucement, s'il fallait réveiller les autres. Robert acquiesça. Quelques minutes plus tard, toute l'équipe se tenait au bord du plateau et regardait l'océan. Le capitaine était silencieux, son visage impénétrable. Le pilote marmonnait quelque chose entre ses dents. Le mécanicien sortit ses jumelles et tenta de distinguer des détails, mais dans l'obscurité et à une telle distance, cela ne donnait pas grand-chose. Soudain, la lueur commença à se rapprocher du rivage. Les lumières se déplaçaient plus rapidement. Elles se trouvaient désormais à environ 500 mètres de la terre ferme. L'eau autour d'eux brillait, créant un halo de plusieurs dizaines de mètres. Je sentis mon pouls s'accélérer. Ma main se posa instinctivement sur l'étui de mon pistolet, même si je comprenais l'absurdité de ce geste. Que pouvais-je faire contre quelque chose qui se trouvait sous l'eau? Le capitaine ordonna à tout le monde de retourner à la station. Sa voix était calme, mais ferme. «
Nous avons obéi, même si notre curiosité était presque insupportable. À l'intérieur, il ordonna aux radios d'essayer de contacter la base et de rendre compte de la situation. Le radio tournait les boutons pour régler la fréquence, mais seul un sifflement parasite sortait du haut-parleur. Il a essayé différents canaux, mais le résultat était le même. La communication radio ne fonctionnait pas. C'était un signe inquiétant. La station radio était fiable, conçue pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Les interférences atmosphériques n'étaient pas rares dans cette région, mais l'absence totale de communication sur tous les canaux en même temps était peu fréquente. Le radio-opérateur vérifia l'équipement. Tous les indicateurs indiquaient un fonctionnement normal. Le signal était transmis, mais quelque chose le bloquait ou le brouillait. Robert s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La lueur était maintenant très proche du rivage, peut-être à 200 mètres. Elle s'était arrêtée et restait immobile. Les lumières clignotaient lentement, devenant tantôt plus vives, tantôt plus faibles, à une fréquence d'environ 2 secondes. Je me suis soudainement souvenu des sismogrammes. La fréquence des oscillations enregistrées par les appareils était à peu près la même. J'en ai fait part à Robert. Il a pâli, puis s'est rapidement rendu dans la pièce où se trouvait le sismographe. Les autres le suivirent. L'enregistreur traçait une ligne sur la bande de papier et je vis que l'appareil enregistrait des vibrations fortes et régulières à ce moment précis. Robert regarda sa montre, puis la fenêtre, puis à nouveau le sismogramme. Il prononça un seul mot, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Signal. Le capitaine a demandé des explications. Robert a montré le sismogramme, puis la fenêtre derrière laquelle la lueur sous-marine continuait de pulser. La fréquence des vibrations enregistrées par les appareils correspondait exactement au rythme des pulsations lumineuses. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quelque chose sous l'eau produisait des vibrations mécaniques suffisamment puissantes pour que les sismographes les enregistrent à plusieurs centaines de mètres de distance. Et ces vibrations étaient artificielles, trop régulières, trop stables pour être un phénomène naturel. Thomas a émis une hypothèse que tout le monde pensait, mais n'osait pas formuler. Peut-être s'agissait-il d'un sous-marin soviétique utilisant une technologie inconnue? La guerre froide battait son plein, les deux camps développaient des systèmes secrets. Les îles Aléoutiennes occupaient une position stratégique entre les deux superpuissances. Mais le capitaine secoua la tête. Il avait passé suffisamment de temps dans ces eaux pour savoir comment se comportaient les sous-marins. Il s'efforce d'être discret, furtif. Ce que nous observions était tout le contraire. Une lueur vive, visible de loin, de fortes vibrations qui pouvaient être détectées par n'importe quel hydrophone dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Le radio-opérateur continuait d'essayer d'établir un contact radio, mais sans succès. Les interférences étaient si fortes que le haut-parleur n'émettait qu'un bruit blanc. C'était étrange en soi. Même par mauvais temps, on pouvait généralement capter au moins des bribes de transmission provenant d'autres stations, les navires en mer échangeant constamment des messages. À présent, les ondes étaient muettes. Je suis retourné à la fenêtre. La lueur a commencé à s'éloigner du rivage, retournant lentement vers le large. Les pulsations sont devenues de plus rares, moins intenses. En quelques minutes, les lumières se trouvaient déjà à 1 kilomètre de la terre ferme. Puis, encore plus loin, je les ai regardées s'estomper progressivement jusqu'à disparaître complètement. L'océan était de nouveau sombre, seule la lumière des étoiles se reflétait à sa surface. Le sismographe indiquait que les vibrations avaient cessé. Robert nota l'heure exacte, 2h23. Le radio-opérateur a réessayé la radio, et cette fois, il a entendu un faible signal. Les interférences ont disparu aussi soudainement qu'elles étaient apparues. Il a rapidement réglé la fréquence et a pu établir le contact avec la base.
Il a signalé l'observation d'un objet sous-marin non identifié et a demandé des instructions. La réponse est arrivée 10 minutes plus tard. On nous ordonna de rester sur place, de continuer l'observation et de noter toute activité. Une équipe supplémentaire serait envoyée dès que les conditions météorologiques le permettraient, mais cela pouvait prendre entre 12 et 48 heures selon les conditions météorologiques. Jusqu'à leur arrivée, nous devions recueillir un maximum d'informations, mais ne prendre aucune initiative. Le capitaine a organisé une surveillance permanente. 2 personnes devaient toujours rester à la fenêtre donnant sur l'océan, les autres pouvaient de se reposer à tour de rôle. Robert s'est porté volontaire pour rester près du sismographe et noter toutes les mesures des instruments. J'ai pris des jumelles et je me suis installé à la fenêtre avec le mécanicien. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. L'océan restait sombre et calme. L'aube est arrivée vers 8 heures du matin. Une lumière grise envahissait lentement le ciel, mais le soleil restait caché derrière d'épais nuages. La visibilité s'était améliorée. Je pouvais désormais voir à 3 kilomètres à la ronde. L'océan était agité, avec des vagues atteignant 2 mètres de haut. Le vent s'est intensifié, la température s'est montée à moins 5 degrés. Un temps typique pour les îles Aléoutiennes en février. Au petit déjeuner, nous avons discuté des événements de la nuit. Les avis étaient partagés. Le mécanicien insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un sous-marin, testant peut-être un nouveau système de propulsion ou de camouflage qui produisait un effet secondaire sous forme de lueur. Le pilote pensait que nous avions peut-être observé un phénomène géologique, des gaz émis par des sources volcaniques sous-marines qui, sous la pression, brillaient ou créaient un effet luminescent au contact de l'eau de mer. Robert écoutait ces théories sans faire de commentaires. Lorsqu'on lui a demandé directement ce qu'il en pensait, il est resté silencieux pendant un long moment, puis a répondu qu'au cours de sa carrière, il avait travaillé dans différentes régions, de la Californie à l'Alaska, de la Méditerranée à la côte chilienne. Il avait observé des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des glissements de terrain sous-marins. Il savait à quoi ressemblaient les processus géologiques naturels sur les instruments et à l'œil nu. Ce que nous voyions ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. La régularité, la synchronisation, l'intensité, tout indiquait une origine artificielle. Mais si c'était l'œuvre d'un homme, alors de qui et dans quel but? Thomas a ajouté un détail qu'il n'avait pas mentionné auparavant. 3 jours avant notre arrivée, lorsqu'il a vu la lueur pour la première fois avec Robert, ils ont décidé de descendre sur la rive pendant la journée et d'inspecter l'endroit où se trouvaient les lumières. La descente de la pente n'avait pas été facile. 45 minutes sur des rochers instables et des zones glissantes recouvertes de glace. Une fois arrivés au bord de l'eau, ils avaient élongé la côte pour essayer de localiser le point situé en face de la lueur. Sur la plage, ils ont découvert des traces étranges. Sur les rochers, dans la zone de marée, on pouvait voir des sillons, des rayures profondes sur la roche volcanique dure, comme si quelque chose de lourd et de massif avait été traîné à la surface. Les sillons s'étendaient de l'eau vers l'intérieur de la plage sur environ 20 mètres, puis s'arrêtaient brusquement. La nature des dommages était inhabituelle. La pierre n'était pas simplement rayée, mais semblait avoir fondu sur les bords des rainures. La roche nécessite des températures supérieures à 1000 degrés pour fondre, mais il n'y avait aucun signe d'incendie ou de combustion à proximité. Ils ont photographié les traces, mais l'appareil photo était un vieux modèle à pellicule, et ils n'avaient pas encore développé la pellicule. Thomas a proposé de retourner sur place, cette fois-ci avec tout le groupe, pour inspecter les lieux à la lumière du jour. Le capitaine a approuvé l'idée. Nous avions besoin de données concrètes pour le rapport, et des preuves de matériel seraient très utiles. Nous sommes partis vers 10 heures du matin.
La descente était vraiment difficile. La pente avait un angle d'environ 40 degrés. Les rochers étaient humides à cause du brouillard et recouvertes de glace par endroits. Il fallait avancer lentement, en vérifiant chaque pas. Le capitaine était resté à la station avec le radio, car quelqu'un devait rester en contact avec la base. Les 4 autres, moi-même, le mécanicien, Robert et Thomas, descendions en file indienne, nous aidant mutuellement dans les passages particulièrement dangereux. En bas, le vent était plus fort qu'en haut. Il soufflait de l'océan, salé et froid, nous transperçant jusqu'aux os malgré nos vêtements épais. Les vagues se brisaient sur les rochers, dans un fracas assourdissant, projetant des éclaboussures à des dizaines de mètres. La plage était une étroite bande de gros galets et de rochers, parmi lesquels gisaient des débris de bois, des troncs apportés par les courants depuis des régions plus méridionales, blanchies par le sel et le temps. Thomas nous guida le long de la côte vers l'ouest. Nous marchâmes pendant environ 15 minutes, enjambant des amoncellements de rochers, jusqu'à ce qu'il s'arrête et pointe du doigt devant lui. Je vis ce dont il avait parlé. Sur un grand rocher plat, s'élevant à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la marée, on pouvait voir des rainures profondes. 5 lignes parallèles, chacune d'environ 3 cm de profondeur et d'1 pouce de largeur. Elles partaient du bord de la pierre, tournées vers la mer, et s'étendaient comme sur toute sa longueur, soit 8 mètres. Je m'approchai et m'accroupis pour examiner les dégâts. Les bords des rainures semblaient effectivement fondus. La surface de la pierre était lisse, vitreuse, d'une texture différente de celle de la roche volcanique brute environnante. Je passai mon doigt sur le bord. Il était lisse comme du verre poli. Entre les dérainures, il restait des protubérances de roches intactes, ce qui indiquait qu'elles n'avaient pas été creusées à l'aide d'un outil, mais plutôt enfoncées ou brûlées par quelque chose d'une force et d'une température considérables. Robert sortit son marteau de géologue de poche et préleva plusieurs échantillons sur les bords des rainures. Il les emballait dans des sacs en plastique, en marquant soigneusement chacun d'entre eux. Le mécanicien prenait plusieurs photos avec l'appareil que nous avions pris à la station. Je regardais ces traces et essayais d'imaginer ce qui avait pu les laisser. Si l'on supposait qu'il s'agissait de traces de griffes ou de quelque chose de similaire, alors la créature qui les avait faites devait être énorme. La distance entre les sillons était d'environ 20 cm. Si l'on extrapolait la taille du membre à partir de ces traces, on obtenait quelque chose de la taille d'une grosse voiture. Thomas nous a montré plusieurs autres endroits le long du rivage où l'on pouvait voir des traces similaires, bien que moins nettes. Certaines d'entre elles s'enfonçaient dans l'eau et disparaissaient sous les vagues. Nous avons passé environ 1 heure sur la côte à collecter des échantillons, à prendre des photos, à mesurer et à noter les paramètres. Robert a utilisé un dosimètre portable pour vérifier le niveau de radiation. C'était une procédure standard sur Amchitka en raison des essais nucléaires passés. Les mesures étaient normales, sans aucune anomalie. Alors que nous nous apprêtions à remonter, le mécanicien a remarqué quelque chose dans l'eau près du rivage. Un objet sombre flottait sur les vagues, à environ 30 mètres de la terre ferme. Nous nous sommes approchés du bord de l'eau pour essayer de voir ce que c'était. L'objet avait la taille d'un grand tonneau, de forme irrégulière, de couleur gris foncé. Le courant le poussait lentement vers le rivage. Robert trouva un long bâton parmi les débris échoués sur la plage et tenta d'accrocher l'objet lorsqu'une vague le rapprocha. À la 3e tentative, il réussit à accrocher quelque chose et commença à le tirer vers le rivage. Je l'aidai en saisissant le bâton. Nous tirâmes de l'objet sur les rochers. C'était un poisson mort, mais je n'avais jamais vu un poisson comme celui-là. La carcasse mesurait environ 1,80 m. Le corps était épais, presque cylindrique. Sa peau était dépourvue d'écailles, lisse et recouverte de mucus. Elle était de couleur gris foncé,
presque noire, avec des taches pâles de forme irrégulière. La tête était massive, avec une énorme bouche parsemée de longues dents acérées. Les yeux étaient grands, proéminents, troubles à cause de la mort, mais toujours impressionnants. Robert s'assit près de la carcasse et l'examina attentivement. Il dit qu'elle ressemblait à un poisson-cane des profondeurs, mais que sa taille l'était tout à fait atypique. Les espèces habituelles de ce type de poisson dépassaient rarement 30 cm de long. Cette créature était 6 fois plus grande. De plus, l'état de la carcasse indiquait que le poisson était mort récemment, peut-être quelques heures auparavant. Les poissons des grands fonds ne s'approchent généralement pas des côtes, car ils sont adaptés à la pression énorme et aux basses températures des grandes profondeurs. Les eaux de surface leur sont mortelles en raison du changement brusque de pression. Le corps du poisson présentait d'étranges lésions, des coupures profondes parallèles, similaires à celles que nous avions observées sur les rochers, s'étendaient sur toute la longueur du corps. La chair était carbonisée à l'endroit des coupures, mais il n'y avait aucune odeur de brûlé. Thomas a émis l'hypothèse que le poisson avait pu être soumis à une décharge électrique à haute tension, ce qui expliquerait à la fois les coupures et la carbonisation des tissus. Il existe dans l'océan des créatures capables de générer de l'électricité, comme les raies et les anguilles. Mais les décharges d'une telle puissance, nécessaires pour causer de telles lésions, dépassaient les capacités des espèces connues. Nous avons décidé de prélever des échantillons de tissu du poisson. Robert a utilisé son couteau de géologue pour découper plusieurs fragments qu'il a placés dans des conteneurs hermétiques. L'odeur de la carcasse était répugnante, un mélange de poisson en décomposition et de quelque chose de chimique et d'âcre. Nous nous sommes éloignés une fois les échantillons prélevés. La remontée vers le plateau nous a pris plus de temps que la descente. Nous étions fatigués, chargés d'échantillons et d'équipements. Lorsque nous sommes enfin arrivés à la station, il était déjà presque 14 heures. Le capitaine nous a accueillis avec des nouvelles. La base avait annoncé que le temps s'améliorait temporairement et qu'il serait possible d'envoyer un hélicoptère avec du matériel de rechange le lendemain matin, si les conditions restaient stables. Cela signifiait que nous allions passer une nuit de plus ici. Le reste de la journée s'est déroulé dans un calme relatif. Nous avons rédigé des rapports détaillés sur nos découvertes. Robert a analysé les échantillons autant que possible, avec l'équipement limité dont disposait la station. Au microscope, le tissu du poisson présentait une structure cellulaire étrange. Les cellules étaient beaucoup plus grosses que la normale, avec des parois épaisses et des noyaux anormalement grands. Robert a déclaré que cette structure pouvait être une adaptation à des conditions extrêmes, haute pression, basse température, peut-être un rayonnement accru. Les échantillons de roches au bord fondu étaient également inhabituels. Au microscope, on pouvait voir que la composition minérale avait changé. La structure cristalline était perturbée. Par endroits, la roche s'était transformée en une masse amorphe, ce qui confirmait l'effet de température très élevé. Robert a estimé qu'un tel effet nécessitait une température d'au moins 1200 degrés, voire plus. Le soir, à la tombée de la nuit, nous avons repris nos postes d'observation. Robert est resté près du sismographe. Je montais la garde à la fenêtre avec Thomas. Le temps passait lentement. 10 heures, 11 heures, minuit. Il ne se passait rien. L'océan était sombre. Seule la faible lueur des étoiles se reflétait à sa surface à travers les trouées dans les nuages. À 1h30 du matin, le sismographe a commencé à enregistrer de faibles vibrations. Robert a appelé tout le monde. Nous nous sommes rassemblés autour de l'appareil, observant la plume tracer une ligne ondulée sur le papier. Les vibrations n'étaient pas aussi fortes qu'hier, mais elles étaient bien là. La fréquence était d'environ 2 Hz, l'amplitude faible
mais stable. Je me suis précipité vers la fenêtre. Au début, je n'ai rien vu, mais j'ai ensuite remarqué une faible lueur, au loin, dans l'océan, peut-être à 3 ou 4 kilomètres de la côte. Était plus pâle que la nuit précédente et semblait plus diffuse. J'ai pris mes jumelles, mais même avec le grossissement, je ne pouvais pas distinguer les détails, juste une tache de lumière floue sous l'eau. Le capitaine ordonna au radiotélégraphiste de contacter immédiatement la base et de signaler cette nouvelle observation. La communication fonctionnait sans problème. L'opérateur de la base confirma la réception du message et dit que cette information serait transmise plus haut dans la chaîne de commandement. On nous ordonna à nouveau de rester sur place et de poursuivre l'observation. La lueur était restée au même endroit pendant environ 20 minutes, puis a commencé à se déplacer lentement vers le sud, le long de la chaîne d'îles. Nous l'avons observée s'éloigner progressivement, devenir de plus en plus faible, jusqu'à disparaître complètement à l'horizon. Le sismographe indiquait que les vibrations avaient cessé, au moment même où la lumière avait disparu de notre champ de vision. Robert a noté l'heure et les coordonnées de l'observation sur la carte. Il a relié par une ligne les points où nous avions vu la lueur la première nuit et aujourd'hui. La ligne était parallèle à la chaîne d'îles, suivant la crête sous-marine qui s'étendait le long des îles Aléoutiennes. Cette chaîne faisait partie de la ceinture volcanique du Pacifique, une zone d'activité sismique et volcanique intense. Les profondeurs au-dessus de la chaîne sont relativement faibles, de 50 à 200 mètres. De part et d'autre de la dorsale, le fond marin descendait abruptement, atteignant 3, 4, parfois 7000 mètres de profondeur. Thomas a émis l'hypothèse que si la lueur était liée à un objet sous-marin, cet objet utilisait la dorsale sous-marine comme repère ou itinéraire. Peut-être y avait-il des particularités du relief ou de la structure géologique qui étaient importantes pour lui. Ou, s'il s'agissait d'une activité humaine, la crête pouvait présenter un intérêt stratégique d'un point de vue militaire. J'ai demandé à Robert s'il y avait des grottes ou des tunnels sous-marins dans cette région. Il réfléchit, puis acquiesça. L'activité volcanique crée souvent des systèmes complexes de tubes de lave, des tunnels formés lors d'éruptions, lorsque la couche externe de lave se solidifie et que la partie interne continue de couler. Ces tubes peuvent s'étendre sur des kilomètres, parfois sous l'eau. De tels systèmes étaient connus sur certaines îles aléoutiennes, mais ils n'ont jamais été entièrement cartographiés. La partie sous-marine restait largement inexplorée. Est-il possible que la lueur provienne de ces grottes sous-marines? Théoriquement, oui, s'il y a une activité quelconque. Mais laquelle? Les processus naturels dans les tubes de lave ne produiraient pas une lumière aussi intense. L'activité volcanique s'accompagnerait d'autres signes: émission de gaz, changement de température de l'eau, composition chimique. Rien de tel n'a été observé. Le reste de la nuit s'est déroulé calmement. La lueur n'est plus réapparue. Au matin, nous étions tous épuisés par le manque de sommeil et la tension nerveuse. Le petit déjeuner s'est déroulé dans le silence. Le responsable des communications contactait régulièrement la base pour connaître les prévisions météorologiques et l'heure d'une éventuelle évacuation. Les prévisions étaient favorables. Vent modéré, bonne visibilité, nébulosité dispersée. L'hélicoptère avec le matériel de rechange devait arriver vers 11 heures du matin. Robert n'avait pas dormi de la nuit. Il était assis à sa table, devant lui, des cartes, des sismogrammes, des notes d'observation. Lorsque je m'approchai de lui, il leva la tête et je vis dans ses yeux un mélange de fatigue et d'excitation. Il me dit qu'il avait analysé toutes les données des 3 dernières semaines et découvert une régularité. Les étranges oscillations sismiques n'étaient pas fortuites. Elles étaient enregistrées chaque nuit, toujours à la même heure, entre 1h et 3h du matin. Leur intensité variait, mais leur nature restait inchangée. Des ondes sinusoïdales
régulière d'une fréquence d'environ 2 Hz. De plus, il a comparé ces données avec les archives de la station pour les années précédentes. Des oscillations similaires avaient déjà été enregistrées auparavant, mais beaucoup plus rarement, une fois tous les quelques mois, parfois moins souvent. Au cours des 3 dernières semaines, l'activité avait fortement augmenté. Quelque chose avait changé, mais quoi exactement? Je lui ai demandé s'il associait ces changements à quelque chose de particulier. Robert a sorti une autre carte, une carte géologique montrant la structure du fond marin dans cette région. Il a indiqué un point situé à environ 50 km au sud d'Amchitka. Là, à une profondeur d'environ 4000 mètres, se trouvait une dépression sous-marine de forme inhabituelle, un cercle presque parfait d'environ 5 km de diamètre. Cette dépression avait été découverte lors d'une expédition océanographique en 1974. Son origine restait incertaine. Certains géologues pensaient qu'il s'agissait du cratère d'un ancien volcan sous-marin. D'autres supposaient qu'il s'agissait d'une trace laissée par la chute d'une météorite à l'époque préhistorique. Le problème est que la forme de la dépression était trop régulière pour être une formation naturelle. Les bords étaient nets, le fond plat. Le profil de profondeur montrait un changement brusque. Le fond environnant se trouvait à une profondeur d'environ 3000 mètres. Puis, le bord de la dépression tombait à pic sur encore 1000 mètres. Aucune étude détaillée de la dépression n'avait été menée. Elle se trouvait dans des eaux difficiles à naviguer, et sa profondeur rendait les plongées impossibles avec les technologies des années 70. La zone a été cartographiée, puis oubliée. Robert a émis l'hypothèse que l'activité récente pouvait être liée à quelque chose qui se passait dans cette dépression ou à proximité. Je lui ai demandé s'il existait des données sur les changements récents dans cette zone. Robert a secoué la tête. Il n'y avait pas de surveillance régulière, mais il s'est souvenu qu'il y a environ 1 mois, le réseau sismologique avait enregistré un événement inhabituel, une série de faibles tremblements de terre provenant d'un point qui correspondait à l'emplacement de la dépression. Les épicentres étaient là très profonds, à plus de 25 km sous le fond de l'océan. La magnitude était faible, inférieure à 3 points, insuffisante pour susciter une inquiétude sérieuse. Mais la séquence de ces tremblements de terre était étrange. Habituellement, les répliques après le séisme principal suivent avec une fréquence et une intensité décroissantes. Ici, c'était l'inverse. Les premières secousses étaient faibles, puis elles se sont progressivement intensifiées. Au total, 14 événements ont été enregistrés en 5 jours. Après cela, l'activité a cessé, mais environ 1 semaine plus tard, les oscillations sismiques anormales que nous observions actuellement ont commencé. Robert pensait que ces événements étaient liés. Peut-être que les tremblements de terre profonds avaient ouvert ou élargi des cavités souterraines, des canaux par lesquels circulait désormais de l'eau, du magma et des gaz. Cela pouvait expliquer les oscillations sismiques, mais cela n'expliquait pas la luminescence. La bioluminescence nécessitait la présence d'organismes vivants qui existaient à de telles profondeurs, mais leur lueur n'était jamais assez intense pour être visible depuis la surface à travers des centaines de mètres d'eau. Le bruit d'un hélicoptère qui approchait interrompit notre conversation. Nous sommes sortis. Le temps s'était effectivement amélioré. Les nuages s'étaient dissipés et la visibilité était excellente. L'hélicoptère descendit et atterrit près de la station. 3 personnes en sortirent. Le pilote, le technicien et un officier de renseignement dont je ne pouvais déterminer le grade d'après son uniforme. Ils avaient apporté un bloc électronique de rechange pour notre hélicoptère, ainsi que du matériel supplémentaire, des caméras, des appareils de vision nocturne, de puissants projecteurs. L'officier s'est simplement présenté comme le major Grayson. Il semblait avoir environ 45 ans,
avec un visage sévère et des yeux gris froids. Il n'a pas perdu de temps en politesse et a immédiatement exigé un rapport complet sur nos observations. Le capitaine Wilson et Robert lui ont tout raconté, lui ont montré les enregistrements, les photos et les échantillons. Grayson écouta en silence, posant de temps à autre de brèves questions pour obtenir des précisions. Quand ils eurent terminé, il ordonna aux techniciens de commencer à réparer notre hélicoptère. Puis, il se tourna vers nous et nous dit que nous allions rester ici une nuit de plus. Le nouveau plan consistait à attendre la nuit et à essayer d'obtenir plus d'informations sur la lueur. Pour cela, ils avaient apporté un équipement spécial. Si l'activité se reproduisait, nous devrions la documenter de manière aussi détaillée que possible. Le capitaine Wilson a commencé à protester. Nous n'avions pas reçu l'ordre de rester plus longtemps que nécessaire. Grayson l'a interrompu sèchement et fermement. L'opération était désormais sous son commandement et c'était lui qui prenait les décisions. Wilson s'est tu, même s'il était évident qu'il n'était pas d'accord. Il a fallu environ 3 heures aux techniciens pour remplacer le bloc endommagé et effectuer un diagnostic complet des systèmes de l'hélicoptère. À 3 heures de l'après-midi, le travail était terminé et le pilote a confirmé que l'appareil était en parfait état de marche et prêt à voler. C'était un soulagement. Au moins, nous savions que nous pouvions évacuer à tout moment si nécessaire. Pendant ce temps, Grayson étudiait les cartes et les données se recueillirent par Robert. Il posait beaucoup de questions sur la dépression sous-marine, les profondeurs de la région, les courants et l'hydrologie. Il était évident qu'il possédait de solides connaissances en océanographie. Je commençais à soupçonner que nos observations n'étaient pas les premières du genre, que les militaires avaient déjà des informations sur ce qui se passait dans ces eaux. Le soir, Grayson a réuni tout le monde pour nous donner des instructions. Il a étalé une carte de la région sur la table et a indiqué les positions que nous devions occuper. 2 personnes, équipées d'un projecteur et d'une caméra, descendront vers le rivage et prendront position sur le rocher plat où nous avons trouvé les traces. 2 autres resteront à la station avec l'équipement de vision nocturne. Robert surveillera le sismographe et les autres instruments. Les autres formeront la réserve et assureront la communication. Je me suis retrouvé dans le groupe qui devait descendre vers l'océan. Un technicien arrivé avec Grayson m'accompagnait, un type taciturne nommé Cole. Nous avons reçu un projecteur de plusieurs milliers de watts alimenté par un générateur portable, une caméra avec optique nocturne et une radio. Le chargement était lourd et la descente dans l'obscurité sur des rochers glissants s'annonçait difficile. Nous avons commencé à descendre alors qu'il faisait encore jour, vers 6 heures du soir. Grayson a insisté pour que nous prenions position avant la tombée de la nuit et que nous vérifiions le matériel. La descente a pris près d'1 heure. Nous devions nous arrêter toutes les quelques minutes pour reposer nos mains alourdies par le poids de la charge. Les dérochers étaient humides à cause de la brume du soir, et j'ai failli perdre l'équilibre à plusieurs reprises. Cole marchait devant, choisissant l'itinéraire, et je le suivais en essayant de poser mes pieds exactement aux mêmes endroits. Lorsque nous avons atteint le rivage, le soleil s'était déjà couché à l'horizon, ne laissant qu'une faible bande de lumière rougeâtre à l'ouest. L'océan était sombre et agité, les vagues se brisant sur les rochers avec des coups sourds. La température était tombée à moins 12 degrés et le vent s'était intensifié. Je sentais le froid pénétrer à travers toutes les couches de mes vêtements. Nous avons installé notre équipement sur le rocher plat où les mystérieuses rainures avaient été découvertes. Nous avons placé le générateur dans une petite crevasse entre les rochers pour le protéger du vent. Le projecteur et la caméra ont été fixés sur un trépied improvisé à partir de tubes métalliques. Cole a vérifié toutes les connexions, puis a démarré le générateur, qui s'est mis en marche du premier coup, son léger ronronnement se perdant presque dans le bruit des vagues.
Nous avons testé le projecteur. Le faisceau lumineux a percé l'obscurité au-dessus de l'océan, éclairant une bande d'eau bouillonnante. La portée était impressionnante. Je pouvais voir la zone éclairée, à une distance de 300 mètres, peut-être plus. Cole a éteint le projecteur pour économiser le carburant du générateur. Nous avons vérifié la radio. La communication avec la station était claire, malgré la distance et le relief rocheux qui nous séparaient. Il ne restait plus qu'à attendre. Cole a sorti un thermos de café et a rempli 2 tasses. Nous nous sommes assis sur des rochers, le dos appuyé contre un gros rocher qui nous protégeait un peu du vent. Le ciel était couvert de nuages. Aucune étoile n'était visible. L'obscurité était presque totale. Je ne voyais pas ma propre main si je la tenais à bout de bras devant mon visage. Le temps s'écoulait douloureusement lentement. 7 autres heures, 8 heures, 9 heures. Il ne se passait rien. Seul le bruit de l'océan, le hurlement du vent et quelques éclaboussures occasionnelles venaient en troubler le silence. Je sentais la fatigue m'accabler comme un poids de plomb. Au cours des 2 dernières de journée, je n'avais dormi que par intermittence, quelques heures à la fois. Mon corps avait besoin de repos, mais l'adrénaline et le froid m'empêchaient de me détendre. À 10 heures, Cole a allumé les appareils de vision nocturne et a commencé à scanner la surface de l'océan. Je le voyais tourner lentement la tête, scrutant l'image verdâtre dans ses jumelles. De temps en temps, il s'arrêtait, se concentrant sur quelque chose, puis reprenait sa recherche. Rien d'inhabituel. La radio s'est animée à 23h20. La voix de Robert, agitée. Le sismographe indique des fluctuations. Elles sont faibles pour l'instant, mais elles s'intensifient. J'ai senti mon pouls s'accélérer. Cole s'est emparé des appareils de vision nocturne et a commencé à scruter intensément l'eau. Quelques minutes passèrent. Robert reprit. Les oscillations s'intensifient. Fréquence de 2,3 Hz. L'amplitude augmente. Je scrutais l'obscurité, mais je ne voyais rien. Seulement une masse d'eau noire se confondant avec le ciel noir quelque part au loin. Puis Cole expira brusquement. Je vois quelque chose. Au sud-est, à environ 1 kilomètre. Une faible lueur sous l'eau. J'ai essayé de regarder dans cette direction, mais je ne pouvais rien distinguer à l'œil nu. Cole a continué à observer. Ça se dirige vers nous, lentement. Plusieurs sources lumineuses, 5 ou 6, je crois. J'ai transmis l'information par radio. Grayson a répondu immédiatement. Continuez à observer. N'allumez pas le projecteur sans mon autorisation. Sa voix était calme, mais je sentais qu'il était tendu. Nous avons attendu encore 5 minutes. Puis je l'ai vu de mes propres yeux. Une faible lueur bleutée sous l'eau, lointaine mais distincte. Elle bougeait vraiment, se rapprochant du rivage. Mon cœur battait si fort que j'entendais ses battements dans mes oreilles. Ma respiration était devenue rapide et superficielle. Je me suis forcé à respirer plus lentement, plus profondément. La lueur devenait plus vive à mesure qu'elle se rapprochait. On pouvait désormais distinguer plusieurs sources distinctes. 6 points lumineux se déplaçant de manière synchronisée. Ils étaient disposés en cercle, dont j'estimais le diamètre à environ 50 mètres, peut-être plus. Au centre du cercle se trouvait quelque chose de sombre, de massif, qui bloquait la lumière des étoiles, même si celle-ci n'était de toute façon pas visible à cause des nuages. À environ 500 mètres, murmura Cole. Je ne comprenais pas pourquoi il murmurait. Ce qui se trouvait là-bas ne pouvait guère nous entendre à travers le bruit de l'océan. Mais je me rendis compte que je parlais moi aussi plus bas que d'habitude, comme si j'avais peur d'attirer l'attention. La lueur s'arrêta à environ 300 mètres du rivage. Les lumières clignotaient au même rythme qu'auparavant, 2 flashs par seconde. L'eau autour d'elles brillait de leurs reflets. Je pouvais voir les vagues passer à travers la zone éclairée, leurs crêtes s'illuminant un instant d'un bleu pâle. Radio. Les oscillations sismiques sont très fortes, les plus fortes jamais observées.
La voix de Robert tremblait. Je sentais les vibrations à travers les pierres sous mes pieds, faibles mais bien présentes, comme si un moteur géant fonctionnait quelque part en profondeur. Grayson, allumez le projecteur, dirigez-le vers l'objet. Cole tendit la main vers l'interrupteur. Je l'arrêtai. Tu es sûr? On ne sait pas comment ça va réagir. Cole me regarda, le visage pâle dans la faible lueur du tableau de bord. Un ordre est un ordre, dit-il en appuyant sur l'interrupteur. Le faisceau du projecteur transperça l'obscurité, brillant, presque tangible. Il tomba sur l'eau, éclairant la partie de l'océan entre nous et la lueur. Je voyais les vagues couvertes d'écume, les embruns projetés par les rafales de vent. Cole commença à tourner le projecteur, dirigeant le faisceau vers la source de lumière. Lorsque le faisceau tomba sur la lueur, il se produisit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Les lumières sous l'eau s'éteignirent instantanément. Toutes en même temps, comme sur commande. L'océan devint complètement sombre. Les vibrations sismiques cessèrent. Je le sentis à l'immobilité soudaine des rochers sous mes pieds. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Nous sommes restés debout, le projecteur braqué vers l'endroit où se trouvait la lueur quelques instants auparavant. Le faisceau n'éclairait que de l'eau vide. Cole a lentement déplacé le projecteur, balayant la zone. Puis, l'eau a explosé. Juste dans le faisceau du projecteur, à environ 200 mètres de nous, la surface de l'océan s'est mise à bouillonner. Un énorme jet d'eau a jailli à une vingtaine de mètres de hauteur, peut-être plus. À la base du jet, j'ai vu quelque chose de sombre, de massif, qui s'élevait des profondeurs. Il était impossible d'en distinguer la forme. Il y avait trop d'eau, d'éclaboussures, de mousse. Mais sa taille était monstrueuse. Ce qui s'élevait de l'océan était plus grand que n'importe quelle baleine, plus grand qu'un sous-marin. Cole a laissé tomber la caméra. Je l'ai entendu heurter les rochers avec un bruit sourd. Il restait figé, les yeux rivés sur ce spectacle. J'ai attrapé la radio, j'ai crié quelque chose dans le micro, mais je ne me souviens plus quoi. Tout s'est passé trop vite. L'objet est complètement sorti de l'eau. Dans le faisceau du projecteur, je pouvais voir sa silhouette. Une masse sombre de forme irrégulière, recouverte d'une matière qui reflétait la lumière, non pas comme du métal, mais plutôt comme de la peau mouillée. Des vagues parcouraient trop la surface, non pas des vagues d'eau, mais plutôt des changements structurels, comme si le corps même de l'objet était en mouvement constant, en flux continu. Des flots d'eau s'écoulaient de l'objet, créant des cascades qui retombaient dans l'océan avec un bruit assourdissant, couvrant même le bruit des vagues. L'objet mesurait 25 mètres de haut, peut-être 30. Sa largeur était difficile à estimer dans l'obscurité et à une telle distance, mais elle était d'au moins 50 mètres. Il ne restait pas immobile, mais tournait lentement autour de son axe vertical, comme s'il s'orientait, étudiant son environnement. Puis j'ai vu des lumières, les 6 mêmes sources de lumière bleue que nous avions observées sous l'eau. Elles étaient situées sur l'équateur de l'objet et clignotaient maintenant beaucoup plus rapidement, peut-être 5 fois par seconde. Leur lumière était si vive que je ne pouvais pas les regarder directement. Je devais plisser les yeux. L'objet a commencé à se diriger vers nous, lentement mais sûrement. L'eau bouillonnait autour de lui, les vagues se propageaient dans toutes les directions. La première vague a atteint le rivage et s'est abattue sur les rochers, avec une telle force que les éclaboussures ont atteint notre position, nous aspergeant de la tête aux pieds d'eau salée glacée. « Éteignez le projecteur !» ai-je crié à Cole. Il ne réagit pas, restant figé sur place. Je me précipitai vers l'interrupteur et l'actionnai. Le faisceau s'éteignit. Je fus aveuglé pendant quelques secondes, mes yeux ayant du mal à s'adapter à l'obscurité après avoir été exposé à une lumière vive. Lorsque ma vue revint partiellement, je vis que l'objet s'était arrêté.
Il se trouvait à environ 150 mètres du rivage. Les lumières continuaient de clignoter, colorant l'eau et l'air environnant d'une couleur bleue, fantomatique. Dans cette lumière, je pouvais distinguer plus de détails. La surface de l'objet n'était pas lisse. Elle était recouverte de structures ressemblant à des plaques ou à des écailles, mais de taille énorme, chacune de la taille d'une voiture. Ces plaques bougeaient lentement, glissaient les unes par rapport aux autres, créant un effet de surface fluide. Entre les plaques, on pouvait voir des sillons profonds, d'où émanait une faible lueur, d'une couleur différente de celle des lumières principales, plutôt verdâtre, organique. Je me suis souvenu des traces sur les rochers, des rainures, des bords fondus. Si l'on supposait qu'elles avaient été laissées par une partie de cet objet, cela signifiait qu'il pouvait s'approcher du rivage, voire même sortir partiellement de l'eau. Cette pensée était terrifiante. La radio se mit à grésiller, puis j'entendis la voix de Grayson, déformée, saccadée. Immédiatement, évacuation, revenez. Le reste fut noyé dans le bruit. J'essayais de répondre, mais je n'étais pas sûr qu'on m'entende. Cole reprit enfin ses esprits. « Il faut qu'on parte d'ici », dit-il d'une voix étonnamment calme compte tenu des circonstances. J'acquiesçai. Nous commençâmes à rassembler précipitamment notre équipement. Nous éteignîmes le générateur, mais le laissâmes sur place. Il était trop lourd et nous ne pouvions pas le traîner dans l'obscurité pour remonter la pente. Nous avons seulement pris la radio et la caméra, même si je n'étais pas sûr que celle-ci fonctionnait encore après la chute. Nous avons commencé à monter. Je me suis retourné pour regarder l'océan. L'objet était toujours au même endroit. Les lumières continuaient de clignoter. Mais j'ai alors remarqué quelque chose de nouveau. L'eau autour de l'objet devenait plus sombre, plus dense, comme si quelque chose remontait des profondeurs. Au début, j'ai pensé que c'était des algues ou de la vase remuée par le mouvement de l'objet. Mais ensuite, j'ai compris que cette masse sombre bougeait d'elle-même, se propageait comme une tache d'encre dans l'eau. Nous avons grimpé la pente aussi vite que l'obscurité et les rochers glissants nous le permettaient. Je suis tombé plusieurs fois, me cognant les genoux contre les bords tranchants des rochers. Je saignais, mais je ne ressentais aucune douleur. L'adrénaline bloquait toutes mes sensations, à l'exception d'une peur animale et du désir de m'éloigner le plus possible du rivage. Derrière moi, j'entendais un bruit qui n'était pas là auparavant. Un grondement grave et vibrant, presque inaudible. Il pénétrait dans mes os, résonnait dans mon crâne, me donnait la nausée et me faisait tourner la tête. Je me suis forcé à ne pas me retourner et j'ai continué à grimper. Lorsque nous étions à peu près à mi-chemin, je n'ai finalement pas pu résister et je me suis retourné. Ce que j'ai vu m'a figé sur place. L'objet se déplaçait le long du rivage, parallèlement à la ligne de déferlement. Il ne flottait pas au sens habituel du terme, mais glissait plutôt, sans créer presque aucune vague. Derrière lui s'étendait cette masse sombre que j'avais vue auparavant. Elle couvrait désormais une grande surface, peut-être 200 mètres carrés, et quelque chose bougeait à l'intérieur. Beaucoup de choses, des formes qui remontaient à la surface, puis replongeaient. De tailles différentes, certaines petites, de la taille d'un homme, d'autres beaucoup plus grandes. L'une de ces formes est sortie sur le rivage. Je l'ai vue à la lumière des feux clignotants de l'objet. Elle se déplaçait maladroitement, traînant sur les rochers, laissant derrière elle une traînée humide. Sa forme était indéfinie. Je ne pouvais distinguer ni membre ni tête, seulement une masse sombre qui se déplaçait d'un mouvement répugnant, comme si elle roulait. « Courons », dit Cole d'une voix rauque. Nous avons couru autant que possible sur la pente raide dans l'obscurité. Je trébuchais, tombais, me relevais, puis courais à nouveau. Mes poumons brûlaient à cause de l'air froid et de l'effort. Les muscles de mes jambes commençaient à me lâcher. Nous avons finalement atteint le sommet du plateau. Les lumières de la station étaient visibles devant nous, à une centaine de mètres.
Je pouvais distinguer des silhouettes près des hélicoptères. Les moteurs des deux appareils tournaient. Déjà, leur vrombissement était comme une musique à mes oreilles. La promesse du salut, de l'évacuation. Grayson nous attendait à l'entrée de la station. « Où était l'équipement » demanda-t-il. Je n'en croyais pas mes oreilles. « Qu'est-ce que vous fichez du matériel? Vous avez vu ce truc » Grayson m'a saisi par les épaules, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma chair. « Qu'avez-vous vu exactement? Précisez, donnez des détails. » J'ai raconté, bafouillant, mélangeant l'ordre des événements. Cole a complété et corrigé. Grayson écoutait, le visage impassible. Quand nous avons eu fini, il a hoché la tête. Monté dans l'hélicoptère, immédiatement. L'évacuation a pris moins de 10 minutes. Tout l'équipement indispensable avait déjà été chargé. Robert tenait dans ses mains la mallette contenant les échantillons et les notes. Il refusait de s'en séparer. Nous nous sommes entassés dans les hélicoptères. 8 personnes dans l'un, 5 dans l'autre. Les moteurs ont rugi à pleine puissance. Lorsque nous avons décollé, j'ai regardé par la fenêtre. La station rétrécissait rapidement en dessous de nous, ces bâtiments oranges devenant de minuscules points. Puis j'ai tourné mon regard vers l'océan. À la lueur des feux clignotants, j'ai aperçu un objet qui se déplaçait encore lentement le long de la côte. La masse sombre qui l'entourait s'était encore étendue. Plusieurs silhouettes étaient maintes et visibles sur le rivage. L'hélicoptère a pris de l'altitude, en virant vers le nord, en direction de la base d'Adak. L'île d'Amchitka disparaissait derrière nous dans l'obscurité. J'ai continué à regarder tant que je pouvais distinguer quelque chose. La dernière chose que j'ai vue, ce sont les lumières bleues, clignotantes, puis elles ont disparu, à l'horizon. Le vol jusqu'à la base a duré environ 1 heure. Personne ne parlait. Chacun était plongé dans ses pensées, essayant de comprendre ce qu'il avait vu. Robert était assis, serrant l'étui contenant les échantillons, le regard absent. Le capitaine Wilson regardait droit devant lui, le visage figé. Thomas somnolait ou faisait semblant de somnoler. Lorsque nous avons atterri à la base, nous avons immédiatement été séparés. Chacun a été conduit dans une pièce individuelle pour un débriefing. L'officier qui m'interrogeait posait des questions de manière méthodique et insistante, exigeant que je répète les détails encore et encore. La séance a duré 4 heures. À la fin, on m'a fait signer des documents de confidentialité. On m'a expliqué que tout ce que j'avais vu et entendu à Amchitka était considéré comme des informations classifiées. Toute divulgation serait considérée comme une trahison avec toutes les conséquences que cela implique. J'ai été transféré vers une autre base 2 jours plus tard. Je n'ai plus jamais revu aucun membre de ce groupe. J'ai essayé à plusieurs reprises de retrouver Robert ou Thomas, mais sans succès. Leurs noms ne figuraient dans aucune des bases de données auxquelles j'avais accès. Le capitaine Wilson, comme je l'ai appris plus tard, a pris sa retraite 1 mois après ces événements. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Grayson. J'ai passé le reste de mon service sur le continent, dans le cadre d'opérations militaires normales, loin de l'Alaska. À la fin de mon contrat, j'ai démissionné et suis retourné à la vie civile. Pendant 30 ans, j'ai gardé le silence, comme je l'avais promis. Mais maintenant que la plupart des personnes impliquées dans ces événements sont probablement décédées ou ont pris leur retraite depuis longtemps, j'ai décidé de raconter cette étroite histoire. J'ai étudié tous les documents disponibles sur les objets sous-marins, les phénomènes non identifiés dans l'océan et les projets militaires secrets. Il existe des mentions d'observations similaires dans différentes parties du monde. Mer Baltique, 1991. L'armée suédoise a signalé des objets sous-marins non identifiés qui ne correspondaient même pas aux caractéristiques des sous-marins connus. Côte californienne, 2004. Des pêcheurs ont observé une étrange lueur sous l'eau, après quoi des centaines de poissons des profondeurs ont été rejetés sur le rivage. Mer des Philippines, 2010,
un navire de recherche a enregistré de puissants signaux sismiques inexpliqués provenant d'une zone où la profondeur dépasse 6000 mètres. Tous ces cas ont des points communs. Eau profonde, lumière sous-marine, étranges vibrations sismiques, comportement inhabituel de la faune marine. Et partout, silence des sources officielles, absence d'explication, suppression rapide des informations. Je suis revenu à l'étude de la géologie des îles Aléoutiennes. La dépression sous-marine dont parlait Robert existe bel et bien. Elle est indiquée sur les cartes océanographiques, mais il est impossible de trouver des informations détaillées à son sujet. Les expéditions scientifiques qui ont travaillé dans cette région n'ont pas publié de données sur la dépression. Certains chercheurs que j'ai essayé de contacter ont refusé de discuter de ce sujet. L'île d'Amchitka est toujours interdite d'accès. La raison officielle est la contamination radioactive due aux essais nucléaires. Mais selon toutes les données disponibles, les niveaux de radiation sont depuis longtemps tombés à des valeurs sûres. Les stations de surveillance sur l'île continuent de fonctionner, mais les informations sur leurs observations ne sont pas publiées. Je pense à cette nuit tous les jours, à la taille de l'objet que nous avons vu, aux des formes qui sortaient de l'eau, à ce grondement grave et vibrant que j'entends encore parfois dans le silence de la nuit, même si je sais que c'est impossible. Qu'était-ce donc? J'ai passé en revue toutes les explications possibles. Une arme secrète, mais à qui appartenait-elle et pourquoi la tester dans un tel endroit? Un phénomène naturel, mais aucun processus naturel connu ne produit un tel effet. Un être vivant? Mais alors, il s'agirait d'une forme de vie tellement différente de tout ce que la science connaît que son existence même remettrait en question notre compréhension de la biologie. Il y a une autre possibilité à laquelle j'ai presque peur de penser. Et si l'objet ne venait pas de cette planète? Une dépression sous-marine de forme parfaitement circulaire, des séismes profonds qui ont commencé soudainement 1 mois avant nos observations. Une technologie capable de créer une lueur aussi intense et des ondes sismiques. Tout cela pouvait indiquer quelque chose venu de l'espace lointain et se cachant au fond de l'océan. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Leur profondeur moyenne est d'environ 4000 mètres. Certaines dépressions atteignent plus de 11 000 mètres de profondeur. Nous avons exploré moins de 5% des fonds océaniques. Nous en savons plus sur la surface de Mars que sur les profondeurs de nos propres océans. Que peut-il bien se cacher là-bas, dans l'obscurité totale et sous une pression monstrueuse? Ces dernières années, les rapports faisant état de rejets massifs de poissons des grands fonds sur les côtes du monde entier se sont multipliés. Les baleines modifient leur route migratoire sans raison apparente. Les câbles de communication sous-marins se rompent dans des zones où il ne devrait y avoir aucune activité tectonique. Les stations sismiques enregistrent des signaux étranges provenant des profondeurs de l'océan, trop réguliers pour être des phénomènes naturels, mais ne correspondant à aucune source connue. Je ne suis plus dans l'armée. Je n'ai plus accès à des informations confidentielles, mais je continue à suivre l'actualité, à collecter des données, à rechercher des schémas, et plus j'en apprends, plus je suis convaincu que ce que nous avons vu à Amchitka n'était pas un cas isolé. Cela fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui se passe dans les océans en ce moment même, pendant que nous dormons dans nos lits, travaillons dans nos bureaux, vivons notre vie normale. Les militaires le savent. Ils le savaient déjà en 1987. C'est pourquoi Grayson est arrivé si vite. C'est pourquoi ils nous ont interrogés si minutieusement et nous ont fait signer des accords de confidentialité. Ils observent, étudient, essaient peut-être d'établir un contact ou se préparent à un conflit. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'océan ne me semble plus vide. Quand je me tiens sur le rivage et que je regarde les vagues, je pense à ces profondeurs, à ces eaux sombres,
à ce qui peut s'y trouver. Aux de structures anciennes au fond, hausses grottes et aux tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous le fond océanique, aux formes de vie ou d'intelligence si différentes de notre expérience que nous ne pouvons même pas imaginer leur nature. Parfois, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je ferme les yeux et je revois ces lumières bleues, pulsantes. J'entends un grondement grave et vibrant. Je sens la terre trembler sous mes pieds. Et je me demande, nous observe-t-il comme nous avons essayé de les observer cette nuit-là? Étudie-t-il notre civilisation, nos technologies? Je n'ai pas décidé de raconter cette histoire pour semer la panique. Je n'appelle pas à l'action, car je ne sais pas quelle action serait la bonne. Je la raconte parce que les gens ont le droit de savoir. Le droit de savoir que nous ne sommes pas seuls sur cette planète, que dans les profondeurs des océans existe quelque chose que nous ne pouvons définir dans le cadre de notre compréhension du monde.